version de 10. Donc, une fois, tu déclares quoi? Un objet. Un objet. L'objet, pardon, tu déclares ici une classe point. D'accord? Dans cette classe, qu'est-ce qu'on a? Int x, y, et nous avons par exemple un constructeur. Okay. On suppose que je veux comparer deux objets. D'accord? L'objet اللي عندي مثلا بغيت نكومباري راسي انا مسيو الزياني avec un autre prof. Je veux comparer un étudiant avec un autre étudiant. متبع معايا عبد الحي؟ جاوب. Oui, monsieur. D'accord. Je veux comparer un étudiant avec un autre étudiant. شنو نقدر ندير؟ أو là, je veux comparer un point, نقطة, un point avec un autre point. J'ai un cours, s'il vous plaît, cher professeur. Assalamu alaikum. Allô? D'accord. Donc, j'aimerais bien de comparer un point avec un autre point. OK? C'est-à-dire, شنو غادي ندير؟ فالحالة هذه نجي نعمل par exemple comparaison. لاحظ معايا. Une fonction qui s'appelle comparer. D'accord? Comparer, qu'est-ce que je vais comparer? Deux points. Par exemple, point P1 avec point P2. D'accord? C'est une fonction, bien sûr, ça qu'on a il retourne une valeur, et comparer point avec un autre point. Ça, donc, ça ne pose pas de problème. يعني بالنسبة لي غنمشي البروغرام ديالي principal. هنايا في main, je déclare le point الأولانية A ou le point الثانية B, et je peux faire comparer quoi? A avec B. Nous avons deux points. Mais est-ce que je peux faire comme ça, comparer هيدا بوحدة حافية? Oui ou là, non, Abdelhaï? Non. Je pense que non. علاش؟ خص la classe l'objet d'appartenance. On ne peut pas faire solliciter une méthode d'une classe son objet. شنو خصني ندير ليها؟ نصدقها خصني ندير لها A point ou bien B point. Je dois la précéder par un objet. Donc, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Je compare A avec B en utilisant la fonction comparer, mais pour solliciter comparer, je dois utiliser un objet. Est-ce que c'est clair? Soit A, soit B. Oui, monsieur. Maintenant, واش كتشوف شي حاجه ماشي هنايا انورمال كتشوف شي حاجه سي با tu vas دابا شحال عندي من اوبجي هنايا à votre avis combien vous avez des objets هنايا عندنا l'objet عندنا A très bien 3 nous avons A et nous avons A en tant qu'argument et B en tant qu'argument mais le programme ياك دونك انا بالنسبه لي اوليو باش نعمل دابا هاد هنا وهنا نزولها من هنا قبل ما ندير هذا دونك بور ديفلوبي هاد البروغرام هذا باردون بور ديفلوبي لو كونتوني دو كومباري نجي لهنايا في عندي كومباري نجي لهنايا قبل هذا ونجي ندير لا فونكسيون ديالي كومباري واخا نزول هاد الشيء هذا واخا نزولو غير باش لا خليه هنا ونجي لا فونكسيون ديالي كومباري accolade et je vais faire quoi la comparaison de B et if P1 point x égale P1 point x égale à P2 point x and زيد كنسمع P1 point y égale à P2 point
Y, alors, C'est dans la première, P1x est égal à P2x. C'est oui, ça. Oui, P2x, merci. P2x, voilà, retourne quoi? 1. L, retourne 0. 0. Ça fait le programme, ça marche parfaitement. Je compare quoi? 2 points. Le point 1 point P1 avec un point P2. Mais je vais utiliser la fonction comparée. La fonction comparée, c'est-à-dire, je peux faire comme ça, في البروجرام نقدر نعمل A, B ونديكلاري واحد C. D'accord? ونجي لهنا نعمل comme ça. Je vais utiliser la méthode comparée de l'objet C pour comparer A et B. Je veux utiliser la méthode comparée de l'objet C باش نكومباري A مع B. وهذا راه سي كوريكت. والتيست إذا كان F هذه إيجال إيجال à 1, اش كتعني signifie quoi هنايا monsieur C'est la comparaison est égale à 1. c'est-à-dire A supérieur égal A égale à B. c'est-à-dire A Égal à B. هو اش كدير عندي هنايا خاشي راسها بالدرع اش كدير هنايا السي سي فري لو بروغرام اي كوريكت مينتنون ولكن توجور جو ترافاي افيك ان اوبجي بالنسبه ليا انيتيل بوغ ريزولف سو بروبليم اسي يحيى ولا شنو يسمك الله عاودي سميتك عبد الحي نقول له سيدي انا غنستعمل غير بوان وحده هنايا وغنكومباري كوا غنكومباري لوبجي كورون اللي هو كورون مع هذا البوان بي 1 دونك شنو غندير اوليو باش ندير هنايا بي 2 غندير هنايا كوا 10 ونجي هنايا ندير كوا 10 داكوغ نزول هاد النقيطه هادي et voilà et je compare quoi je compare un point avec l'objet courant مي غنجي البروغرام ديالي برينسيبال au lieu de faire ici C ما عندي ما ندير بالسي دابا شنو غندير هنايا ندير هنايا كوا A je compare A courant avec B donc A شكون هي اللي représentée dans le code de programme par 10 ou B هي le deuxième point. Est-ce que c'est clair maintenant? D'accord, monsieur. Je vous remercie, j'ai bien compris. Alhamdulillah, هنية عليك. Donc ما تبقاش معايا العام اللي ما جاي إن شاء الله. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, si cette fonction comparée ما كانتش une fonction membre ديال في وسط الكلاس يعني انستونسيونيها خارج الكلاس واش ديك الساعه كنا نفس البروبليم وي ولكن هنايا باش يكون عندنا الحق نستعملوها سي كون اون بو باش خصني باش نكمل معاك انا الحق خصك نشوف وجهك ولدي الله يرضى عليك شعل الكاميرا ديالك الو وي الو شكون معايا وي جي ان كور سي فو بلي مرحبا مدام D'accord, madame, d'accord. مرحبا مدام يلا شكرا سلامة. Oui, c'est oui monsieur s'il vous plaît تفضل عاود لا كيسيون ديال احمد سي احمد. J'ai dit si cette fonction n'est pas une fonction membre de la classe. Cette fonction n'est pas membre. Ce n'est pas membre, bien sûr. On n'a pas besoin de la classe d'appartenance pour solliciter la fonction. أنا نقول فريند ديك الساعة فونكسيون فريند باش ضروري نقدروا تقدر تستعمل لي بارتي بريفي باش تستعمل لا بارتي بريفي ديال لوبجي خصك تعمل تما تكون فريند effectivement c'est ça. ودون سو كا ما كيبقالناش لو 10 ما عندكش لو 10 لان نابارتيان با ا لوبجي
Donc, dans ce cas, c'est qu'il y a deux points. La fonction coïncide. La fonction coïncide. Il a qu'un friend, tu ne peux pas utiliser 10. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur. Votre caméra, s'il vous plaît. Oui. Oui, et la caméra est déjà activée, monsieur. Ah bon. Et Ah oui, allez-y. Quelle est la différence entre créer un objet à partir d'un autre objet et l'héritage, monsieur? Oui, oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire le clonage, n'est-ce pas? Ça, vous voulez dire que c'est le constructeur par recoupé. Oui, monsieur, exactement. Le constructeur par recoupé, ça, c'est ce qu'on appelle le clonage. Et l'héritage, ce sont deux choses tout à fait différentes. D'accord? La première, rien à voir avec la deuxième. Je vais créer un objet à partir d'autres, comme son nom indique. Vous connaissez c'est quoi le clonage? Je fais le clonage. Cloner quelqu'un. Cloner quelque chose, c'est-à-dire de construire un autre objet identique à le premier objet. C'est ça le clonage. C'est-à-dire, je vais cloner cet appareil, je vais créer un autre appareil identique, mais ce sont deux choses tout à fait différentes, avec les mêmes caractéristiques. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le constructeur par recoupé, ou bien un autre nom qu'on va le voir avec Java, c'est le clonage. Est-ce que maintenant c'est clair, c'est quoi le constructeur par recoupé? Maintenant, je passe à l'héritage. On n'a pas encore parlé de l'héritage, mais je peux dire deux petits mots, mais on va le voir aujourd'hui. Héritage, c'est pas clonage. D'accord? L'héritage, c'est-à-dire, j'ai déjà un objet, d'accord? Et je peux créer un autre objet qui hérite de l'objet mère. Qu'est-ce qu'il va hériter? Toutes les caractéristiques de la classe mère, ils vont être utilisés pour construire l'objet, ce qu'on appelle l'objet fils, en ajoutant d'autres caractéristiques. D'accord? Mais sans entrer dans les détails, s'il vous plaît, parce que aujourd'hui, après l'objet des objets, les fonctions amies, nous avons quoi? S'il vous plaît, la surdéfinition des opérateurs Shnaha, l'affectation Shnaha, c'est technique d'héritage. D'accord, monsieur? La question de votre collègue sur la différence entre le constructeur par recoupé et l'héritage, comme j'ai déjà signalé, ce sont deux choses tout à fait différentes. L'une vient rien à voir avec la deuxième. Donc, je reprends. Le constructeur par recoupé, il permet de créer un autre objet similaire à un autre objet, avec les mêmes caractéristiques, mais ce sont deux objets tout à fait différents. Pour l'héritage est la notion la plus intéressante et la plus utilisée dans la programmation orientée objet. D'accord? C'est-à-dire, si jamais, je vous donne un exemple, indépendamment d'abord de l'explication du cours, et après je reprends bien sûr la notion avec des exemples. Si jamais nous avons, par exemple, une fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance. L'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance. Je pose la question. Cette fonction de calcul, l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance, est-ce qu'il s'agit de la même fonction pour calculer l'âge d'un professeur à partir de la date de naissance? Il s'agit de la même. Oui, monsieur. C'est la même chose, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est la même. Très bien. Dans ce cas, j'aimerais bien te dire la même question, que je vais poser la même question. Est-ce que cette fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant à partir de la date de naissance,
il peut être utilisé pour calculer l'âge d'une autre personne, n'importe laquelle, n'importe, bien sûr. Dans ce cas, on dit que cette fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant, c'est exactement la même fonction qui permet de calculer l'âge d'une personne. Autrement, un étudiant, il se caractérise par quoi? Il a un nom, il a un prénom, il a date de naissance. Et quand je parle de la personne, une personne, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a? Il a un nom, il a date de naissance. Ces caractéristiques, est-ce que les trois caractéristiques, est-ce qu'ils sont les mêmes pour les étudiants? Oui. Est-ce qu'ils sont les mêmes pour un professeur? Oui. Donc, on dit que ces caractéristiques, ils sont communs entre le prof et entre l'étudiant, bien sûr, avec n'importe quelle d'autre personne. N'est-ce pas? Donc, si jamais nous avons une personne, il a le nom ou le prénom et la date de naissance avec une fonction qui permet de calculer l'âge, ces 4 propriétés, est-ce qu'on peut les trouver les mêmes dans un étudiant, pour un étudiant? Bien sûr, oui. Et également, je peux les trouver pour un professeur. Mais maintenant, si jamais je parle de code étudiant, le code étudiant, est-ce que le code étudiant, on peut le trouver chez toutes les personnes? Non, monsieur. Non. Est-ce que le dossier, il existe pour les étudiants également? Il n'existe pas pour les étudiants le dossier. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons un étudiant, il a des propriétés communes avec le professeur. Ce sont les noms, le prénom, la date de naissance et certaines fonctions parmi ces fonctions la fonction qui permet de calculer l'âge d'un étudiant. Mais dans l'étudiant, on a d'autres propriétés qui ne sont pas chez le professeur. Et d'autres propriétés qui ne sont pas chez l'étudiant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait une spécialisation ajoutée. Spécialisation de la classe étudiant, plus que en ajoutant des informations qui n'existent pas dans quelque chose qui est général. Donc, la chose qui est générale, c'est la personne. Ce qu'on appelle ça, c'est dans le sens de la généralisation. La généralisation, ce sont des classes qui regroupent un ensemble des attributs communs entre des autres classes qui s'appellent les sous-classes, et en ajoutant des choses, en ajoutant des propriétés qui permettent de spécialiser ce qu'on appelle les sous-classes ou bien les classes d'héritées. Donc, là, ce qu'on appelle la notion, ce qu'on appelle de l'héritage. C'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est une relation entre deux classes. Classe A, forte, générale, classe B, tête, en-dessus. Classe A, d'accord, il regroupe un ensemble des propriétés communes. Et si B hérite de la classe A, c'est-à-dire je peux utiliser toutes les propriétés de A, et dans la classe B qui hérite de A, je peux ajouter d'autres propriétés supplémentaires. Et au lieu de refaire le travail pour les propriétés communes, ils sont les mêmes. Ce n'est pas la peine de redéfinir la fonction. Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle la réutilisation. C'est la notion la plus intéressante, la plus importante, pardon, dans la programmation orientée objet. D'une manière générale, donc c'est ce qu'on appelle l'héritage. Pour ce faire, dans tous les langages de programmation orientée objet, intègrent l'héritage. Parce que sans héritage, on ne peut pas parler de la programmation orientée objet. L'héritage, elle reste la principale caractéristique de PO. D'accord? Donc, qui permet de faciliter énormément la base de la programmation, surtout pour la délégation de certaines opérations qui sont identiques par un ensemble des classes. Par exemple, je peux parler d'une personne, un étudiant.
C'est un professeur, c'est un doyen, c'est un administrateur. Donc, et toutes les propriétés qui sont communes, ils vont être définies dans une classe supérieure qui s'appelle classe mère. Et ces classes qui sont les classes dérivées qui permettent d'hériter toutes les propriétés de la classe mère. Sachant que je ne peux pas hériter d'une manière générale les propriétés privées. Si les privées, elles restent privées. C'est-à-dire, si je déclare une propriété dans la classe mère et elle est privée, même si avec la notion d'héritage, je ne peux pas l'utiliser dans la classe dérivée. Mais si je la déclare en tant que publique, je peux l'utiliser avec n'importe quelle autre classe. D'où il intervient la troisième possibilité, ce qu'on appelle de l'encapsulation, c'est ce qu'on appelle protected. Privé, c'est private, public, c'est public, et la troisième, c'est protégé. Protégé, c'est quoi? Ils sont vraiment privés, mais ils sont publics, sauf pour les classes des dérivés, d'accord? Pour la classe dérivée. Dans ce cas, pour la déclaration, qu'est-ce qu'on a? Toujours, il y a le mot classe avec, s'il vous plaît, toujours le problème c'est minuscule. C'est minuscule, classe, d'accord? Classe. Le nom de la classe dérivée, juste dans une classe verticale, 2 points, la classe de base, c'est-à-dire la classe à partir duquel je vais faire l'héritage. Bon, voilà un exemple. Voilà, je déclare une classe qui s'appelle point. Il y a 2 propriétés qui sont là, privées, attention, mais publiques. Nous avons la méthode initialisée, déplacer, afficher. D'accord? Et je peux déclarer une autre classe. Donc, je peux déclarer, bien sûr, ça c'est le développement des méthodes. Maintenant, je déclare quoi? Un autre point qui s'appelle point coloré, qui hérite, il faut ajouter le nom public, de la classe point. Qu'est-ce qu'il va hériter de la classe point? Toutes les propriétés de la classe mère, mais en ajoutant, si vous voulez, un autre attribut qui s'appelle couleur. Dans ce cas, par défaut, qu'est-ce qu'on a? point x, y plus la couleur, mais les fonctions que nous avons déclarées en tant que public, ils peuvent être utilisées ici pour que vous puissiez faire toutes les opérations sur le point. Et ça, c'est une notion absolument nécessaire. Voilà, donc je peux donner un exemple d'utilisation de l'héritage. D'accord? Voilà l'exemple de l'exécution. Maintenant, d'une manière générale, si vous avez classe de base, classe dérivée, ou bien classe mère, classe fils, classe de classe, la classe dérivée hérite de la classe de base. Donc, si jamais donc, nous avons quoi? C'est ce qu'on appelle les types d'affectation qu'on peut faire. Donc, si nous avons ici base Y, c'est-à-dire je déclare Y de la classe de base. Ce sont des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de casting, de passage de classe mère vers la classe dérivée, de la classe de base vers la classe dérivée. Donc, il y a base Y, je déclare ici Y, ou bien l'instanciation d'un objet de la classe de base. Est-ce que je peux faire une affectation par référence? Dans ce cas, on peut discuter par la suite ce que c'est la référence, mais je peux affecter je peux affecter les données de Y vers X, oui. Pourquoi? Parce que tous les attributs de Y, ils sont par défaut dans X. Et la spécialisation dans X, pour ce qu'il s'agit de même classe base, ça ne pose pas de problème, c'est l'affectation directe. Mais ici également, quand je déclare également Y dans la classe dérivée, il a certaines propriétés, la classe dérivée. Mais il reste des attributs qui ne sont pas définis, bien sûr. Dans ce cas, je peux faire l'affectation. C'est-à-dire, je peux initialiser la base
à partir de dérivés. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est jamais je vais déclarer un objet de la classe dérivée. Un objet de la classe dérivée. Est-ce que je peux affecter une classe dérivée vers classe dérivée? Bien sûr, si oui, ça ne pose pas de problème, c'est clair. Mais absolument pas, attention, je ne peux pas affecter un objet de la classe A qui contient 3 attributs à un objet dérivé qui contient 4. Ce n'est pas logique, ce n'est pas possible. Donc, voilà, il faut apprendre par cœur ce tableau. Oui, monsieur. D'accord? Là, et monsieur. C'est-à-dire, est-ce que le cas ici, non? Il y a un cas dans ce tableau, non? Non, monsieur, je vais écrire la question dans le chat. Monsieur, je n'ai pas bien saisi la question, je suis vraiment désolé. Tu veux quoi? Créer quoi? Doucement, il t'apparaît. Tu veux créer quoi exactement? Monsieur, créer un objet à partir de l'objet, c'est-à-dire un objet petit-fils. Créer un objet à partir d'objets de base. Oui, donc je peux faire comme ça. Donc, création d'un objet comme ça. De base, à partir de quoi? Ça, donc, il contient les 4 possibilités. La seule possibilité que je ne peux pas faire, c'est-à-dire de créer un objet à partir de la classe dérivée, mais en se basant sur l'initialisation de cet objet à partir de la classe de base. Ça, c'est la seule possibilité que je ne peux pas le faire. Mais à partir de dérivé, ça ne pose pas de problème. Base, ça ne pose pas de problème. Dans le sens inverse, c'est-à-dire dérivé, base, c'est OK, ça ne pose pas de problème, mais base, dérivé, c'est pas possible. C'est ça la question, monsieur? Non, monsieur, c'est pas ça. J'ai envoyé la question dans le chat, monsieur. La façon avec laquelle nous avons commencé, c'est-à-dire de ma part, ni votre disposition. C'est quelqu'un, il y a la majorité, donc à un cours, c'est pas, s'il vous plaît, même si j'ai oublié aujourd'hui la date, c'est-à-dire l'heure exacte, mais vous, puisque vous êtes dans la science, il faut absolument réserver la place nécessaire qui respecte bien sûr les normes d'un cours. Dans un café, il pose énormément de problèmes. Dans un lieu là où il y a des bruits, donc on ne peut pas bien sûr entendre, je ne peux pas entendre vos questions, d'accord? Donc je reprends et j'aimerais bien la prochaine fois, s'il vous plaît, essayer de choisir l'endroit correct afin de suivre le cours convenablement. Bon, je vais continuer donc la suite. Donc, étant donné que vous avez déjà A et hérite de B, une fois que vous avez A et l'hérite de B, automatiquement, la transmission de tous les attributs de A vont être réutilisés dans B. Même les fonctions. Même les fonctions. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. On suppose qu'on a une fonction qui s'appelle calcul de salaire. Et calcul de salaire, si jamais nous avons calcul de salaire d'un étudiant, ce n'est pas exactement calcul de salaire d'un prof. Calcul de salaire d'un étudiant, entre parenthèses, si jamais il donne des cours supplémentaires, c'est le nombre d'heures enseignées multiplié par tarif par heure. Par contre, professeur, donc il a salaire, ce n'est pas le même calcul. Donc, ce que j'aimerais bien de faire, de garder le même nom, salaire, et de redéfinir la même fonction avec le même nom, mais on l'adapte selon les classes dérivées. Donc, la surdéfinition, pardon, ce n'est pas la surdéfinition du tout. La redéfinition des fonctionnements, c'est l'utilisation de même nom de la fonction de la classe de base dans la classe dérivée, et ça, c'est possible. C'est-à-dire, je peux développer une fonction qui s'appelle, nous avons ici, comme le afficher qui permet d'afficher un point, mais pour l'affichage d'un point, qu'est-ce qu'on doit afficher? C'est X ou Y,
Mais afficher la couleur, afficher point coloré, c'est je vais afficher x, y plus la couleur. Donc, la fonction initialisée, c'est la fonction qui permet d'initialiser x, y, les positions, mais initialiser le point col, c'est initialiser quoi? Le x, y, et initialiser de plus la couleur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va redéfinir la fonction par les nouveaux paramètres. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Point call, par exemple, initialisé. Je peux faire appel à ce qu'on appelle la superclasse qui permet d'utiliser, je peux utiliser la fonction de superclasse vers la classe mère. C'est initialisé pour initialiser le point courant avec A et B en utilisant la fonction, mais j'ajoute une spécificité, j'ajoute une autre restriction qui permet de différencier initialiser de la classe .call entre initialiser de la classe point. Et voilà, on peut utiliser, c'est comme ça, c'est un exemple qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, lors des travaux pratiques. Maintenant, jusqu'à là, nous avons traité le point call et le point que vous avez là sans constructeur. Il n'y a pas de constructeur. Donc, la classe mère, c'est point, et la classe dérivée, c'est la point call, il n'y a pas de constructeur. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais on aura un grand problème si jamais les classes de base et les classes dérivées contiennent des constructeurs. Parce que lors de la construction de l'objet fils nécessite la construction de l'objet mère. Mais pour ce faire, il faut passer les arguments pour la construction de l'objet mère. Donc, ce cas, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, un exemple, deux classes. Classe A et classe B héritent de A. Mais nous avons un constructeur et destructeur. D'accord? B hérite de la classe A. Pour construire une instance de B, pour construire B, il faut d'abord construire A, construire B. Pour construire une instance de B, appelle au constructeur de A, puis B. Pour construire, je reprends, un objet B, il faut absolument construire A, et juste après la construction, tu passes à la construction de B. Et pour détruire une instance de B, il faut détruire destructeur B, puis A. Donc, c'est dans les deux sens inverses. Dans ce cas, il faut absolument prendre en considération cet ordre, parce que sinon, je ne peux pas, bien sûr, utiliser correctement l'héritage. D'accord? Bon, on arrive à la dernière notion, après l'héritage, d'accord? On arrive à la dernière notion, ce qu'on appelle les fonctions virtuelles. Et comme ça, on arrête. Par défaut, M, il est protected, on suppose qu'il est protected. Par défaut, on va trouver M dans la classe B et dans la classe C. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. On suppose qu'on a, voilà, la classe qui s'appelle personne, ça c'est A. Et nous avons B et C. Voilà, maintenant on va donner un autre exemple concret, d'accord? On suppose qu'on a déjà une classe qui s'appelle personne
Et dans cette classe, il contient le nom, prénom, l'âge, la voiture et une fonction conduire. On suppose que tout, bien sûr, automatiquement, il y a une spécialisation. Ça, c'est l'héritage, la notion d'héritage. Et une fois que je parle de l'héritage, automatiquement, il y a la notion de spécialisation. Vous avez là, donc, le CEL, qui n'existe pas donc pour une personne, ça, il est spécialisé. Le niveau d'étude, l'option est étudier, une fonction qui s'appelle étudier. La classe employé également hérite de la classe personne. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Plus que le nom, prénom, l'âge, on suppose que toute personne, il a une voiture. Étoile, conduire, c'est conduire la voiture. Donc, on aura toutes ces propriétés dans la classe employé, plus quoi? Et puisqu'il s'agit d'employé, la profession, lieu de travail, salaire, prime, travail, qui n'existe pas chez un étudiant. D'accord? Ça, c'est l'héritage qu'on appelle l'héritage simple. Classe n'hérite qu'à partir d'une autre classe, d'une seule classe. Donc, mais si jamais je parle, par exemple, d'un étudiant qui travaille, on ne peut avoir un étudiant qui travaille. Un étudiant qui travaille, d'abord, c'est une personne. Il a un nom, un prénom, l'âge, voiture et conduire. Mais puisque c'est un étudiant, il a le CN, le niveau, l'option et étudier. Ils sont là. Et également, et puisqu'il s'agit d'un employé et la profession, lieu de travail, salaire et prime. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, ce qu'on appelle, ça, c'est un héritage qui hérite, cette classe hérite de deux classes, ce qu'on appelle l'héritage multiple. Soit 2, bien 3, bien 4. Nous avons le droit d'hériter de plusieurs classes. Donc, il s'agit d'un étudiant. Donc, ça, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il y a une seule remarque qui se pose. On s'y pose, cette méthode qui s'appelle H. Il y a la méthode qui s'appelle méthode qui s'appelle M. Cette méthode qui s'appelle M. On suppose que cette méthode, elle est là. Par défaut, il est là. M avec H. Cette méthode appartient à la classe personne. Puisqu'il y a l'héritage des étudiants, alors par défaut, qu'est-ce que je vais trouver ici? Quelle méthode? La méthode M et la méthode MH, la méthode MH. Donc jusqu'à là, ça ne pose pas de problème. Mais une fois nous avons l'héritage multiple, MH, il est là. Ou MH, il est là. Alors automatiquement, qu'est-ce que je vais trouver là? Les deux fonctions, MH. Est-ce que je vais utiliser MH de étudiant ou bien je vais utiliser MH de employé? C'est ce qu'on appelle le seul problème qui existe au niveau de l'héritage multiple. L'héritage multiple, dans certains cas, il pose certains problèmes. C'est-à-dire qu'on a une fonction, une méthode qui vient de la classe de base, qui est dupliquée deux ou bien plusieurs fois et qu'on va l'utiliser. On va tomber comme quoi, dans le cas de l'utilisation, que cette fonction appartient à plusieurs classes. Est-ce que la classe employée ou bien la classe étudiant? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Tout à l'heure, j'avais un petit problème de connexion. Et justement, c'était ça ma question. Est-ce qu'on pouvait créer une classe à partir d'une classe dérivée? Et donc, là, je pense que vous avez répondu à la question. Donc, une classe dérivée peut aussi être une classe de base, si je comprends bien. Oui, une classe dérivée, c'est une classe. Par récurrence, je peux créer à partir de cette classe une autre classe. Donc, une classe dérivée, la classe, point à la ligne. Donc, il a la propriété, il a les propriétés d'une classe. C'est-à-dire, je peux l'utiliser en tant que superclasse dans ce cas. Voilà. Voilà, maintenant je reprends, j'ai bien compris la question de tout à l'heure. Malheureusement, je n'arrive pas de vous entendre très bien, monsieur, tout à l'heure, d'accord? OK? D'accord, merci. Maintenant, avant de continuer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donc,
y a un chauffage juste à côté. La fonction. Toujours l'héritage. Je ne vais pas utiliser la fonction dans la classe de base. L'héritage, qu'est-ce qu'il dit? L'héritage, qu'est-ce qu'il dit normalement ici? La méthode conduire, il est là. Normalement, il est là. La méthode conduire, ça avec étoile. Avec étoile. C'est une méthode. La méthode conduire, il est là par défaut. Il a je vais utiliser cette fonction. Si jamais je vais, maintenant, par exemple, au lieu de conduire, déplacer une personne que se déplace, c'est-à-dire marcher de pas, déplacer. Déplacer une personne, c'est exactement la même façon, la même fonction se déplacer d'un étudiant. Même principe de déplacer, pour se déplacer, pour qu'un employé se déplace. Donc, la méthode que je vais utiliser, c'est celle-là, c'est déplacer qui est là, ou bien conduire. Conduire, la fonction conduire. Pour un étudiant, je vais utiliser celle-là. Mais dans ce cas, mais si jamais on une méthode qui est conduire là, donc on dit conduire là ou on dit conduire là. C'est-à-dire M. On dit M là ou on dit M là. Par défaut, par transmission de l'héritage. Maintenant, quand je vais utiliser la méthode M, la méthode M ou bien la méthode conduire, laquelle que je vais utiliser? Wesh hadi ou la hadi? Est-ce que je vais utiliser celle de l'étudiant ou bien de l'employé? Est-ce que le problème est clair? Ce qui m'intéresse, le problème, ce n'est pas la solution. Oui, monsieur. Très bien. La problématique, elle est claire. Maintenant, comment on peut résoudre ce problème? Surdéfinir. Là, ce n'est pas surdéfinir. J'ai placé, j'ai carré placé. Pour résoudre ce problème, je plaisante, il est très très simple. Je reprends maintenant, je reprends ce qu'on appelle la fonction. Il dit comme quoi? Ce que j'aimerais bien que cette méthode, la méthode M, qui est là, normalement, la méthode M, qui est là, pardon, la méthode M qui est là, il reste là. C'est-à-dire, si jamais je suis là, dans le constructeur, dans la classe étudiant-employé, je vais utiliser la méthode M de la classe de base, l'oulène, ici. OK? Donc, si jamais il y a l'héritage multiple de la même fonction, j'aimerais bien, avec l'héritage multiple de la même fonction, je vais me retourner à la classe de base, qui est là. Et je fais appel à cette méthode. Ce n'est pas celle de l'employé, ce n'est pas celle de l'étudiant, mais celle de la personne. Est-ce que c'est clair? Donc, si jamais le principe, là, si le principe clair, si le principe n'est pas clair, mais zichi. Est-ce que le principe est clair? Oui. Très bien. Puisque le principe est clair, maintenant, techniquement, monsieur, comment je vais imposer dans un programme PO que cette fonction que je vais utiliser dans la classe dérivée, dans le cas de l'héritage multiple, c'est la méthode de la classe de base. Comment? Techniquement, on dit, on va utiliser la fonction, on va déclarer cette fonction en tant que fonction, comment il est? Fonction virtuelle. Donc, la fonction virtuelle, c'est-à-dire, je déclare une fonction virtuelle dans le cas de l'héritage multiple, je vais utiliser la méthode de la classe de base. Ça, on utilise cette solution dans C++. Pourquoi? Parce que C++, il a le droit d'accéder via la référence vers la fonction.
C'est pour cela, donc, l'application de l'héritage multiple pose ce problème. Et la solution Diano, la solution de ce problème en utilisant la programmation orientée objet avec C++, c'est la fonction virtuelle. Par contre, dans Java, à votre avis, comment il fait? C'est pas la peine de penser ou bien de réfléchir pour trouver la solution. Java, il dit comme quoi on n'a pas ce problème. On n'a pas dit de ce problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on n'a pas adopté l'héritage multiple. Chaque classe, il ne peut hériter à partir qu'une seule classe. Donc, mais on dit que d'héritage multiple. Donc, on ne va pas tomber dans la situation comme quoi qu'une fonction, il se transmet deux fois et l'originalité de cette méthode. Donc, il n'y a pas d'héritage multiple dans Java. Donc, définitivement. Donc, il y a un problème de l'héritage multiple. Donc, on n'a pas d'héritage multiple. On ne va pas trouver l'héritage multiple dans le langage Java. Par contre, dans C++, elle persiste comme quoi que l'héritage multiple, c'est intéressant. Donc, c'est mieux de le garder. Pour résoudre ce problème, il propose l'héritage qu'on appelle la méthode. La méthode, elle doit être déclarée en tant que méthode virtuelle. Et comme ça, nous avons résolu ce problème. Pour parler de l'héritage multiple, dans Java, on utilise l'héritage à partir d'une classe, mais j'implémente, c'est pas l'héritage, j'implémente une interface. Une interface, c'est quoi implémenter et c'est quoi interface? On va laisser ça, Inch'Allah, lors du cours de Java. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, pour Java, on n'aura pas du tout l'héritage multiple. ما كايناش l'héritage multiple. مرة. والله ما كاين. On ne peut pas faire appel au langage C++. والله ما كاين l'héritage multiple. نزيد نحلف لك بالله. ما كايناش l'héritage multiple dans Java. Donc, c'est-à-dire, on dit que Java n'est pas 100% orienté objet. Pourquoi? Parce qu'il n'applique pas. Parmi les règles de base de l'orienté objet, c'est l'héritage multiple. Dans C, on peut l'implémenter, c'est-à-dire je peux faire extend à partir de deux classes. Pardon, extend, il y a le mot utilisé dans Java. Je peux hériter à partir de deux classes qui sont réelles. Par contre, dans Java, je peux hériter à partir d'une classe, mais en utilisant le deuxième héritage, ce n'est pas l'héritage, c'est l'implémentation à partir d'une classe, à partir d'une interface. C'est ça. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, monsieur? Oui, monsieur, merci. D'accord. Donc, il n'y a pas d'héritage multiple au niveau de Java, donc on discutera ça par la suite. Mais ce qui m'intéresse, il y a l'héritage multiple dans C, qu'on peut résoudre à partir de ce qu'on appelle la fonction virtuelle. Je vous donne ici un exemple. D'accord? Ça, c'est juste l'explication de la fonction virtuelle, mais j'aimerais bien d'expliquer la fonction, la notion en utilisant pardon, je vais expliquer la fonction virtuelle en utilisant cet exemple. Doucement et lentement pour terminer, s'il vous plaît, la séance d'aujourd'hui. Déclaration de 3 classes. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser, monsieur, mademoiselle. ما تبقاش يتفرج فيا. إذا عندك سؤال قول لي monsieur ما فهمتش. d'accord الله يرضى عليك. لأن من بعد ما كاينش اللي غيشرح لك. أنا هنا afin que je puisse vous expliquer le maximum possible. D'accord? 1. On suppose qu'on a 3 classes. 3 classes. Classe X fait public I, public I, ou fait 2 méthodes. Je te le farc. Virtuel, je déclare une fonction qui est virtuelle, c'est print. Ou la fonction khra n'est pas virtuelle, qui s'appelle shell. Il joue le même rôle. هذه كتافيشي لنا I, والشاو كتافيشي I. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord على هذا الكلام؟ واش واضحه باش نمشي بشويه عليا؟
خلي لك شكون اللي غير Oui, ما خصني نسمعوا لي خصني نسمعوا وخصني نسمعنا واخا غير شي واحد. D'accord? Donc, on va déclarer une autre classe qui s'appelle XX. Qui s'appelle, oui, Lubna. حيت ما فام ما عرفاش بان عندي اليوم كون كتعيط لي باش نتغداو تخليوني بالجوع دعوا بكم الله واخا عليكم. يلا. Donc, nous avons une classe qui s'appelle XX qui hérite, hérite, deux points publics, hérite de la classe X. À votre avis, qu'est-ce qu'il va? Il contient un attribut de spécialisation qui s'appelle J. Une spécialisation de J, mais qu'est-ce qu'il a encore de plus? Encore de plus. il y a le I. Il y a le I. Il y a le I, très bien. Normalement, il y a J, mais il y a le I par défaut. Donc, XX, I ou J. Dans la classe, également, il y a la transmission de la classe, mais je le déclare en tant que, là, je redéfinis ce qui s'appelle shell, où il y a la même chose, la méthode point en tant que virtuel. Et je déclare ici la troisième classe qui s'appelle XXX et qui hérite de, ça c'est l'héritage, le troisième héritage. Héritage A, le B, le B, le C. Donc vers XX qu'il a un K, puisqu'il a K, automatiquement il a le J et le I. Et je dis à quoi la fonction qui s'appelle print. Question ici, là, cette print normalement, puisqu'il est virtuel, donc il y a un départ quand virtuel, ou shell n'est pas virtuel. D'accord? On a I reçoit X, J reçoit 7, Y reçoit 9. D'accord? Est-ce que c'est-à-dire les trois classes sont claires? Bien sûr, elles sont claires. Maintenant, lors de la définition de X, je peux faire afficher I. Ou shell afficher I. XX afficher IJ. Ou XX afficher, ou shell afficher I. C'est-à-dire les deux shell et print, ils ont le même contenu. Ou XX, il affiche IJK. Ou shell affiche IJK. Là, on va voir quelle est la différence si jamais je vais utiliser virtuel ou sans virtuel. Maintenant, dans la fonction même, je vais déclarer X ou Z, l'objet, une instance de X, ZZ de XX, ZZZ de XXX. Et quand je vais lancer la hadmaya, Z, print Z, shell, ZZ, print ZZ, shell, ZZZ, print ZZZ, shell. D'accord? Dans ce cas, la hadmaya, toujours l'affichage, je peux afficher les données qui m'intéressent, soit, donc voilà, soit pour les trois angles, voilà, la classe est, c'est-à-dire je peux afficher, d'accord, les deux, je peux afficher les deux, je peux afficher les deux. Maintenant, voilà le problème, c'est la réutilisation de la fonction. Si jamais je vais créer c'est-à-dire créer Z à partir de ZZ, ça ne pose pas de problème. D'accord? Je peux utiliser les deux, la conversion est possible. Maintenant, j'aimerais bien de faire l'inverse. La classe dérivée qui utilise une fonction qui est virtuelle, qui n'est pas virtuelle dans la classe mère, d'accord? Et la même chose pour Z. Donc, si jamais je vais afficher print, ça ne pose pas de problème. Mais avec shell, ça pose de problème. C'est un grand danger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Je peux utiliser print, mais je ne peux pas utiliser shell. Et la même chose dans les deux cas.
C'est-à-dire, si jamais je vais utiliser une fonction dont j'aimerais bien, une fonction qui est transmise à partir d'une classe de base, deux fois, je peux la déclarer en tant que virtuelle et je passe vers la classe de base, d'accord, au lieu de la classe des dérivés. Dans ce cas, donc, il y a donc comme la méthode virtuelle appelée à la base à l'objet de sa création, c'est-à-dire dès le départ. Dans ce cas, il faut créer, donc il faut éviter d'abord d'utiliser la fonction qui est normalement qui est shell. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas virtuelle. Comme conclusion, donc voilà, ça c'est une autre chose. Je reprends d'une manière générale. Ça, c'est qu'on va voir cet exemple, Inch'Allah, pratique, mais je reprends maintenant l'exemple, à la fois, l'exemple pour terminer. Donc voilà, c'est ça. Oui, ça va. عندي كور مع السيتور اليوم. صافي ماشي غدا، اليوم عندي كور. لا ماشي جيبوتي، مغرب. صافي. مثلا أنا دابا ساليت غنسالي غدا غدا. شوف هنا, s'il vous plaît, c'est ce qui m'intéresse comme exemple. Si jamais je déclare cette fonction ici, la fonction qui est là, qui est conduire, d'accord, en tant que virtuelle, une fois je vais utiliser la fonction ici, conduire, normalement, c'est-à-dire je vais faire la référence directement vers cette fonction. Et comme ça, le problème de la fonction, de la transmission de deux fois de même méthode pour les classes dérivées n'existe plus et ça ne va pas poser un problème. Et pour cela, le C utilise. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la notion de référence, parce qu'il peut faire la référence vers une autre fonction à distance en utilisant la notion de pointeur qui est transmise comme référence.